Bonjour, honorable audience. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, Buzz Event, de m'avoir convié pour participer à ce forum. En fait, le choix de la thématique s'inscrit parfaitement dans le contexte que nous vivons. Une crise qui nous a bouleversés, donc une crise sans précédent, une crise que je qualifierais de crise Cobra, une crise qui a été un événement soudain, qui a changé la donne sur le plan conjoncturel. Alors, sans plus tarder, je vous propose le plan qui va euh, euh, être suivi tout au long de cet exposé. Alors, ce plan est charpenté en 4 sections. Dans une première section, on va proposer quelques définitions de l'accompagnement entrepreneurial. Alors ensuite, nous allons nous atteler sur les spécificités de l'accompagnement entrepreneurial de l'entrepreneur en difficulté. Et là, je précise, on va s'intéresser à l'entrepreneur qui est en situation d'échec partiel, non pas de situation d'échec définitif. C'est-à-dire un entrepreneur qui est en survie marginale, qui est sous perfusion, qui est en situation de détresse, qui vit sous le stress des événements qui l'ont marqué tout au long de cette période. Et puis, en troisième point, je vous propose de traiter d'abord sur un plan plutôt typologique cette industrie écosystémique, puisque les structures d'accompagnement ont évolué au fil du temps. Il y a même un renouveau paradigmatique. Donc aujourd'hui, de nouvelles structures ont été créées, mais dans une logique plutôt de réseau de structures d'accompagnement, ce qui rejoint en quelque sorte ce renouveau paradigmatique dont parlent certains chercheurs, notamment un chercheur qui est connu dans le monde francophone, Karim Srani. En dernier, je vous propose de traiter la question de posture de l'accompagnateur avec cette, on va dire, cette problématique qui est celle de la congruence entre posture de l'accompagnateur et le besoin de l'accompagner. Voilà donc ce que je vous propose dans ce plan. Bon, je suis contraint par le temps, puisque vous savez que j'ai 30 minutes, c'est le temps imparti. C'est une contrainte impossible à desserrer, donc je vais essayer quand même de laisser le temps pour répondre à certaines questions. Et donc, je vais utiliser le chat pour choisir sélectivement quelques questions. Alors, le premier point. Le premier point traite la problématique définitionnelle de l'accompagnement entrepreneurial. Alors, si vous permettez, lorsqu'on parle d'accompagnement, il y a un problème sémantique. C'est-à-dire, si je voudrais définir l'accompagnement entendu dans le sens habituel, je me retrouve face à une véritable problématique définitionnelle. Il n'y a pas une définition unitaire et universelle, une définition qui fait l'unanimité du côté des chercheurs. Alors, posons cette question. Qu'est-ce qu'on entend par pratique d'accompagnement entrepreneurial? Et là, on serait plutôt dans un récit factuel. Donc, c'est quoi l'accompagnement entrepreneurial? Le récit factuel, c'est tout simplement de décortiquer des pratiques. Alors, je vais vous proposer quelques définitions. D'abord, une définition qui rappelle que la relation accompagnateur-accompagné, c'est une relation interindividuelle. C'est une relation qui emprunte à la fois de complexité et d'ambiguïté. Et c'est une relation qui fait intervenir deux notions, la notion de posture de l'accompagnateur et celle des besoins exprimés par l'accompagné. Et là, vous allez voir plus tard que spécifiquement en contexte de crise, on a des besoins très spécifiques.
Alors, les définitions que je vous propose. La première, c'est une définition toute simple. L'accompagnement est défini comme une relation d'aide. On est accompagné parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Et là, vous remarquez que si vous voulez, cette proposition est reprise par certains auteurs, notamment Salud, Joël Nielsen, mais une chercheure qui fait partie de l'université Qadaya, de Madame Lahaji, qui a soutenu une thèse en 2013 et qui a travaillé spécifiquement sur cette thématique. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'accompagnement entrepreneurial, c'est au fait un réseau de soutien. C'est un réseau où on apprend. C'est un réseau où on traite les questions d'ordre stratégique, spécifiquement dans le cas des petits et moyens patrons. Alors, en partant de cette proposition de définition, posons maintenant la problématique, celle de l'entrepreneur en difficulté. Alors, l'entrepreneur en difficulté fait face à deux scénarios. Le premier, c'est le scénario de mort, disparition. Alors, quand je parle de mort, je précise, il s'agit d'une mort à la fois organisationnelle et juridique, donc disparition totale de l'entreprise. Et cette perspective comporte au fait un certain nombre de conséquences, des conséquences financières au niveau patrimonial, des conséquences sociales en matière de stigmatisation post-échec, des conséquences sur le plan psychologique, des conséquences sur le plan de la santé du dirigeant. L'autre scénario, c'est celui de la survie avec destruction des ressources. Alors là, on a un sentiment de déception, un sentiment d'insatisfaction qui a été décrit par un auteur que je connais personnellement, c'est Nabil Khelil, qui a travaillé sur les configurations de l'échec et il a défini la notion d'échec marginal, c'est-à-dire quelqu'un qui est en échec avec comme conséquence une destruction des ressources, donc les ressources de l'entreprise, mais aussi ses propres ressources. Et là, je mets entre parenthèses la principale ressource, c'est le capital santé du dirigeant. Et puis, il y a un sentiment de déception qui est communément observé et perçu au sein des entrepreneurs qui sont en difficulté. Alors, caractérisons d'abord cette situation. Sur un plan qui est purement financier, si on se fie à ces modèles qui permettent symptomatiquement de détecter les premiers signes prédicteurs de difficultés. Alors là, on passe des signaux d'alerte vers l'observation de difficultés avérées. Et là, l'entreprise bascule dans une trajectoire de défaillance économique, financière, voire juridique. Alors, pour caractériser l'échec, on s'intéresse à la performance de ces entités. Et cette performance, elle est sondée sur la base de critères qui sont arithmético-financiers. Et puis, il y a un autre indicateur, c'est celui du bien-être de l'entrepreneur. Et je m'intéresse ici spécifiquement, tout particulièrement, à la satisfaction de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par satisfaction? En fait, c'est l'écart différentiel perçu entre la situation de l'entrepreneur et ses attentes. On parle ici de l'écart entre les aspirations initiales et les réalisations. Donc, si au départ, on est sur un plan stratégique trop ambitieux, on se rend compte qu'une fois face à la réalité du business, les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants pour l'entrepreneur. Alors, si vous voulez, les conséquences au niveau du bien-être au sens eudémique du terme. Alors, caractériser l'échec, il y a des approches. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces approches. Il y a des approches organisationnelles et ou financières. Mais de plus en plus, des travaux, notamment de Dean Shepard, s'intéressent
à la santé mentale du dirigeant qui est en situation de difficulté. Et à cet égard, si vous permettez, je vous propose juste un essai de conceptualisation. Aujourd'hui, si on prend le contexte marocain, les entrepreneurs, bon, je vais utiliser le terme entrepreneur, dirigeant, propriétaire pour désigner les petits patrons d'entreprise. Ben, pour certains, il s'agit d'une situation de survie. Donc, ils maintiennent leur activité. On parle ici de persistance, voire, pour certains, c'est un retard. Et quand je dis retarder, c'est retarder juste l'échéance, parce qu'ils savent que fatalement, leur entreprise va disparaître à cause de cette crise. Alors, là, quand on parle de situation vécue par l'entrepreneur, certains vont utiliser quoi? Vont utiliser des modèles pour étudier la situation organisationnelle de ces entités et la santé financière. Mais à côté, il y a un aspect qui est occulté. Cet aspect, c'est l'aspect psychologique. C'est l'aspect qui nous renvoie notamment à la santé mentale. Donc on est, franchement, pour dire les choses en toute sincérité, on est en période de doute. Donc le doute, il s'est installé dans la tête des entrepreneurs et ils savent que ces difficultés financières vont rapidement mettre en péril leurs finances personnelles. Pour ces petits patrons, difficultés financières riment avec des pertes au niveau du patrimoine personnel. Alors, en voulant continuer leur activité, ces entrepreneurs risquent de perdre énormément. Le coût financier pourrait être aggravé donc, et plus important. Alors, par rapport aux causes de l'échec, alors, regardons attentivement ce modèle de triple E. Vous avez l'entreprise au centre, l'environnement et l'entrepreneur. Donc, si on veut expliquer l'échec, on peut utiliser comme référent théorique la théorie de l'écologie de la population. C'est une théorie qui s'appuie sur la fameuse sélection darwinienne. Bon, on dit que les entreprises qui ont des capacités adaptatives, c'est-à-dire qui adoptent des stratégies adaptatives face aux crises, ont plus de chances, probabilités de survie. Donc là, on explique l'échec à partir des variables contextuelles. Alors aujourd'hui, l'hostilité de l'environnement avec cette crise de type Cobra explique parfaitement la mortalité des entreprises, un taux de mortalité qui serait exceptionnellement élevé en 2020, en 2021. Donc ça, si vous voulez, c'est un fait et il faut l'accepter. Et il faut sauver des entreprises, mais pas toutes les entreprises. Alors, du côté de l'entreprise, si on veut expliquer l'échec, là, on se réfère à la théorie des ressources et compétences, voire dans certains cas, on peut mobiliser la théorie des capacités dynamiques. Alors, quand on parle de ressources et compétences, précisons quand même que là, il s'agit du portefeuille des ressources. Lorsqu'il s'agit de micro et très petites entreprises, les ressources sont limitées, ce qui fragilise structurellement ces entreprises. Alors, le dernier référent, c'est la théorie de Goal Achievement Gap Theory. C'est la théorie de la brèche, donc je traduis brèche, aspiration, réalisation. Alors là, vous avez compris tout à l'heure qu'il y a des attentes au départ, des aspirations. Lorsqu'on crée une entreprise, il y a bien évidemment les facteurs explicatifs, sont les facteurs motivationnels qui sous-tendent l'acte entrepreneurial. Donc on a des aspirations. Et on compare ces aspirations avec les réalisations. Forcément, il y a un écart. Et cet écart peut expliquer cette perception de l'échec vue et appréhendée en se plaçant du côté de l'entrepreneur. Alors maintenant, au niveau de l'attribution d'échec, l'attribution, j'explique en des termes très simples. On pose la question, qui est responsable de l'échec? Donc, deux réponses possibles. L'attribution interne, c'est quand
l'entrepreneur dirigeant propriétaire déclare qu'il a commis des erreurs de gestion, qu'il était mauvais stratège, qu'il avait fait de très mauvais choix, qu'il n'était pas un bon gestionnaire et qu'il manquait de compétences managérielles. Alors là, l'attribution, elle est interne. Et cette attribution interne permet aux entrepreneurs d'apprendre et de tirer le maximum de leçons de l'échec. Alors maintenant, lorsque l'échec est imputé à des crises, notamment des chocs exogènes, des chocs externes, des événements inattendus, ça peut être une catastrophe naturelle. Là, j'ai mis la crise de la Covid-19. Bon, l'attribution de l'échec, si on fait un sondage auprès des entrepreneurs, la réponse dominante serait plutôt c'est à cause de la crise que je suis présentement en difficulté. Bon, cette attribution externe, elle est tout à fait justifiée. Là, j'émets une hypothèse qui doit être testée, hein, mais je pense, et c'est mon point de vue, je pense que globalement et majoritairement, si on pose la question aux petits moyens patrons d'entreprise, ils vont répondre unanimement que leurs difficultés actuelles sont dues à la crise du Covid-19. Alors, dans un contexte, on va dire, de normalité, quand l'attribution est externe, bon, ça peut être assimilé à, bon, je vais utiliser cette phrase, si je suis par terre, c'est la faute à Voltaire. Alors, c'est la faute des autres. Donc là, l'attribution nous renvoie à cette notion de locus externe. Et c'est un fait qui est souvent observé. Et là, j'ouvre juste une parenthèse. Vous savez, l'entrepreneur qui est en difficulté cherche des autorégulateurs émotionnels. Et chez nous au Maroc, la foi, la religion, le dogme de la religion, donc la foi, représente un autorégulateur émotionnel. C'est-à-dire, on se dit, donc, c'est une façon tout simplement d'attribuer l'échec à des événements qui ne peuvent en aucun cas être, on va dire, on ne peut pas les contrer, on ne peut pas les conjurer, on ne peut pas mettre en place des choix stratégiques qui seraient des choix défensifs. Bon, en utilisant la fameuse matrice LCAG, donc SWOT, il faut tout simplement s'appuyer sur ses forces et corriger ses faiblesses pour pouvoir conjurer des menaces. Alors, si on a une attribution externe construite autour de ce fatalisme, ça ne permet pas de concevoir des stratégies adaptatives et des stratégies de sortie de crise. Bien. Quels sont les effets de l'échec? Alors, les effets sont multiples. Vous avez ici une matrice qui a été conçue par Singh. On énumère plusieurs effets. Les effets économiques, les effets sur le plan social, les effets sur le plan psychologique, les effets sur le plan physiologique. Alors, quand on est en échec, on a cette peur qui s'installe, c'est la peur de perte d'emploi et de subir des périodes de chômage. En fait, on a peur aussi de changer d'identité, de parcours, de carrière. La crainte de ne pas pouvoir travailler, de ne plus pouvoir travailler. Alors ça enjoint notamment l'insécurité de l'emploi, qui est une conséquence de l'échec. Mais à côté, sur un plan financier, l'échec entraîne une déperdition
vont voir un effritement au niveau des ressources personnelles. Maintenant, au niveau de la stigmatisation post-échec, ben, sachez que l'entrepreneur vit l'échec de façon traumatisante. Il est souvent exclu de certains réseaux professionnels, considérés comme un paria de la part des banquiers. Bon, permettez-moi de le dire, mais les banquiers refusent catégoriquement d'apporter du soutien aux entreprises, aux entrepreneurs qui sont en difficulté. Donc le fait d'être stigmatisé, le fait de subir les conséquences au niveau de la perte du statut social, eh bien, ça peut avoir des effets postérieurement, notamment ce que certains chercheurs appellent le regret entrepreneurial et le raisonnement contrefactuel. Alors, je vous explique. Vous savez, aujourd'hui, des petits patrons, on a fait une recherche récemment, des petits patrons dans le secteur du tourisme à Marrakech ont tout simplement exprimé un regret entrepreneurial. Et on comprend, d'après les verbatims, qu'ils ont développé un raisonnement contrefactuel. Et ce raisonnement, on le retrouve dans certains propos. Par exemple, ils disent, ben vous qui êtes fonctionnaire, vous êtes dans une situation très confortable. Et ils ajoutent, ben, je regrette d'être entrepreneur en cette période de crise. Donc il y a un regret. Et corollaire du regret, si j'étais fonctionnaire, je serais dans une situation d'aisance sur le plan économique, mais aussi une situation de stabilité sur le plan psychologique, pas de stress, et ma santé serait bonne sur le plan physiologique. Donc là, il y a un regret, c'est le regretful thinking et de counterfactual, raisonnement contrefactuel. Alors, sur le plan psychologique, il y a évidemment des conséquences, le stress entrepreneurial. Il y a aussi cette notion qu'on appelle la notion du deuil. Alors, il y a des personnes qui retardent la disparition de leur entreprise pour faire le deuil anticipé. Et il y a le deuil post-faillite. Certains ressentent un sentiment de frustration, de démotivation. Alors là, on est dans le registre psychologique, le registre du stress entrepreneurial. Et puis, vous avez des conséquences sur le plan de la santé, avec des symptômes tels que les crises de panique, les pertes de poids, les insomnies, etc. Alors, mais il va falloir que j'avance, parce qu'on est pressé par le temps, il me reste 10 minutes. Alors, lorsqu'on parle d'accompagnement, il faut l'intégrer dans un processus entrepreneurial. Souvent, l'accompagnement au créateur, il se fait en amont, avant la création. Donc, c'est l'accueil des porteurs de projets. Donc, c'est des séances, on va faire de l'accompagnement au sens d'écoute, conseil, formation. Après la création, le suivi étant réalisé pendant une période de 2 à 3 ans. Alors, cette période, c'est la période de traversée de la vallée de la mort. Pourquoi on l'appelle traversée de la vallée de la mort? Parce qu'il a été démontré empiriquement que pendant cette période, les entreprises émergentes, surtout les entreprises de petite taille, connaissent une mortalité exceptionnellement élevée. D'accord? Donc, lorsqu'on veut mettre en place un accompagnement efficace, il faut que cet accompagnement soit réalisé en amont et en aval. C'est-à-dire,
antérieurement à la création et postérieurement à la création d'activité. Et là, je fais un constat. Ce constat concerne spécifiquement le cas du Maroc. On n'a pas une démarche spécifique au sein des structures d'accompagnement lors de l'apparition ou on va dire de l'observation des premiers signes prédicteurs de défaillance. Alors, quand on parle de défaillance économique, c'est quand on a une performance inférieure à celle des concurrents les plus directs. Alors, c'est la défaillance économique qui est à l'origine de la défaillance financière. Alors, lorsqu'on a les premiers signes de défaillance, l'entrepreneur doit être accompagné. Donc, il faut mettre en place un dispositif d'accompagnement spécifique pour permettre à ces entrepreneurs de remonter la pente et sortir de cette crise qui peut être une crise conjoncturelle, donc la crise du moment, comme ça peut être une crise structurelle qui est due à des mauvais choix en matière de positionnement stratégique. Alors, au niveau du process, alors regardez, la phase antérieure à la création, c'est quand on a un entrepreneur potentiel. Nous avons des entrepreneurs potentiels porteurs de projets. Alors, optionnellement, il peut demander un accompagnement. Je rappelle que les entrepreneurs potentiels ne sont pas toujours demandeurs d'accompagnement. D'accord ? Quand je dis ne sont pas demandeurs d'accompagnement, vous avez des entrepreneurs qui intègrent des structures d'accompagnement pour bénéficier de financement. D'accord ? Donc, ils ne sont pas demandeurs d'accompagnement pour réussir la phase amont. Donc, réflexion, le fait de développer des idées, d'être formé, d'avoir des compétences distinctives, etc. Donc, l'entrepreneur, je rappelle, l'entrepreneur potentiel n'est pas toujours demandeur. Alors, vous avez un entrepreneur débutant, donc dans la phase jeune, donc jeune phase d'entrepreneuriat, donc l'entrepreneur débutant, il a un besoin d'accompagnement. Donc on doit mettre en place un dispositif d'accompagnement. Au-delà de la 3e année, on peut parler de réussite entre guillemets entrepreneuriale. Mais cette réussite ne doit pas masquer les difficultés que rencontrent certains entrepreneurs. Au-delà de 3, 4 ans, 5 ans d'existence, certains entrepreneurs continuent leurs activités en dépit des résultats jugés inférieurs à leurs attentes. Alors maintenant, au-delà, vous avez la trajectoire de succès, mais vous avez aussi la trajectoire de discontinuité. Alors discontinuité, c'est la résultante de problèmes rencontrés et rétrospectivement, on peut analyser des faits qui sont à l'origine de l'explication du pourquoi de l'échec. D'accord ? Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je voudrais juste vous montrer ici la nébuleuse au niveau des structures d'accompagnement. Donc, je dois avancer. Alors, regardez, vous avez différentes formes d'accompagnement. Je commencerai par le coaching. Alors, le coaching, on est dans une relation de parité. Le coach, il est dans le non-savoir. Il est là pour entraîner, conduire. Donc, le but, c'est d'augmenter les performances de l'entrepreneur. Donc, il s'agit d'un accompagnement individuel. Et c'est un accompagnement qui a pour objectif d'accroître la confiance en soi. Alors, qui opte pour l'accompagnement ? Bon, vous avez les cadres d'entreprise, mais aussi certains chefs d'entreprise. Le système de tutorat vise à acquérir des savoir-faire. D'accord ? Donc, l'accompagnement d'un jeune peut
être réalisé par un senior. Donc, le fait d'être plus âgé signifie qu'on a plus d'expérience. Donc, on bénéficie dans la pratique du monitorat de l'expérience de la personne la plus âgée. Ensuite, il y a le mentorat. Alors, le mentorat, en fait, il s'agit de faciliter l'insertion de l'entrepreneur dans un réseau. D'accord? Donc, là, on bénéficie de l'expérience d'un senior. Il a, le mentor, il a une expérience issue d'une carrière qui peut être une carrière professionnelle ou entrepreneuriale. Et cette personne a forcément des liens dans des réseaux. Donc, il pourrait faciliter à l'entrepreneur l'intégration de ces réseaux. L'avant-dernier point, c'est le conseil ou la consultance. La consultance, c'est le fait d'aider l'entrepreneur à solutionner un problème spécifique. Donc, c'est le recours à l'expert. Bon, ça peut être un expert comptable, comptable agréé, un avocat d'affaires, etc. Et je termine par la pratique qui nous intéresse spécifiquement, c'est la pratique du counseling. Alors, counseling, on est dans une approche de psychothérapie. Alors, je parlais tout à l'heure des conséquences psychologiques et physiologiques. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont en difficulté, ils ont besoin du counseling, c'est-à-dire des aides individuelles, des aides pour résoudre les problèmes en partant d'un constat d'une crise qui est la crise de l'entreprise et une crise existentielle. C'est celle à la fois de l'entreprise et de l'entrepreneur, puisque la relation entrepreneur-entreprise dans le cas des micro-entreprises, c'est une relation fusionnelle. Donc, quand l'entreprise est en difficulté, ben, forcément, les conséquences sont palpables au niveau de la santé du dirigeant, santé mentale et santé physiologique. Donc, voilà pour cette nébuleuse. Alors, accompagnement, vous voyez, donc counseling, voilà ce que nous proposons. Counseling, ça veut dire des pratiques qui sont conçues dans le cadre de psychothérapie individuelle. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que le recours à l'expert étant facile, le recours à des coachs peut être envisagé éventuellement. Les mentors et les tuteurs, ben, quand on fait une revue de littérature des travaux qui ont été réalisés au Maroc et ailleurs, c'est très difficile de mettre en place des dispositifs de mentorat et de tutorat. Donc, c'est des pratiques d'accompagnement qui sont difficiles à mettre en œuvre au sein des structures d'accompagnement. Alors, quelles sont les structures d'accompagnement qui existent? J'ai ici une typologie issue d'un travail de recherche réalisé par Madame Lahaji, où elle distingue deux types de structures d'accompagnement. Les structures d'accompagnement formelles et les structures d'accompagnement informelles. Les structures d'accompagnement formelles sont, d'un point de vue purement définitionnel, ce sont des structures d'accompagnement on va dire, en aval, c'est-à-dire la phase de création avant, et le suivi post-création. Donc, on trouve notamment les séries ANAPEC, incubateur d'ailleurs. Je souligne le terme incubateur, hein, juste sur un plan terminologique, rappelant que accompagnement, si vous voulez, le terme anglo-saxon qu'on utilise, c'est incubator. Le terme, c'est incubateur. Accompagnement, si on veut faire un renvoi terminologique anglo-saxon, c'est incubateur. Et sachez que le premier incubateur qui a été créé, c'est en 1959 à New York. Donc, ce sont des structures
très ancienne, avec une évolution. Aujourd'hui, au sein des entreprises, on sait que au sein des universités, au sein des business schools, on sait qu'on s'intéresse de plus en plus à la création d'incubateurs. On a même des groupes de grandes entreprises qui ont leur propre incubateur. L'Université Radéliade, c'est l'exemple parmi d'autres. Il y a aussi l'exemple d'H&M qui a créé le Starter Lab, un incubateur. Mais bon, je fais partie d'un réseau d'accompagnement qui est le réseau Entreprendre, qui est un réseau dédié à l'accompagnement. Alors là, on est dans des structures d'accompagnement qui sont formelles. À côté, il y a des structures formelles non dédiées à la création d'entreprises. Les banques, les comptables agréés, les avocats, notaires, consultants, juridiques. Et je termine par cette partie qui est, à mon sens, révélatrice du contexte marocain. Le particularisme du contexte marocain, on le retrouve dans les résultats de la recherche menée par Madame Haji. Qu'est-ce qu'elle a démontré? Elle a démontré l'importance de l'accompagnement au sein de ces structures informelles. Je m'explique. Il y a d'abord l'environnement de proximité. Vous savez, quand on veut créer une entreprise, il y a le fameux 3F. Donc, on s'appuie sur le capital familial et amical, friends and family. Et puis, il y a les business angels, les fools. Donc, vous avez les 3F. Alors, forcément, on retrouve ça dans les structures d'accompagnement informel. C'est-à-dire, lorsqu'on veut créer une entreprise, le recours en premier, c'est le recours à la famille et les amis. Ils nous apportent du capital, le conseil, l'accompagnement, etc. Et en situation de difficulté, le premier recours, c'est toujours la famille et les amis. Et d'après les résultats de l'étude menée par Madame Haji, l'exploration du contexte marocain, et je précise, c'est la région de Cesnassan, les résultats démontrent que la réussite est imputée aux liens. Donc, quand je parle de liens, c'est la qualité relationnelle qu'entretient l'entrepreneur au sein de son réseau. Quand il y a des liens très forts, cet entrepreneur, il est accompagné pour réussir. Donc, vous voyez l'importance des structures d'accompagnement informelles, surtout lorsqu'on est en période de crise. Bon, si vous permettez, je pense qu'on est presque à la fin de ce webinaire. Il reste encore quelques points. Mais pour vous donner l'occasion de poser quelques questions, je vais basculer vers le chat principe. Et avant cela, je vous explique juste le dernier point, la congruence entre posture d'accompagnant et les besoins de l'accompagné. Alors, ce point est très important. Je vais vous expliquer la signification des trois postures. Je commence par la posture fonctionnaliste. La posture fonctionnaliste. Elle consiste à apporter l'expertise, le conseil dans un registre technique. Donc, il s'agit là d'une posture qui satisfait les besoins techniques exprimés par l'accompagné. La deuxième posture herméneutique, elle facilite la prise de conscience par l'individu de ses propres valeurs, sa prise de conscience de son projet entrepreneurial et projet de vie. Là, il s'agit d'une posture qui satisfait un besoin psychologique. La dernière posture, c'est la posture réflexive. C'est une posture par essence critique. Là, on essaie de prendre
le recul, réfléchir pour préparer la prise de décision, pour atteindre des objectifs, notamment des objectifs de reprise en main de l'entreprise, on va dire un changement, une réorientation stratégique. Et là, le besoin, c'est un besoin qui est méthodologique. Donc, vous avez 3 types de besoins. Besoin technique, besoin psychologique et besoin méthodologique. Dans le contexte actuel, je pense, et je ne suis pas le seul, que les entrepreneurs en difficulté sont des entrepreneurs qui expriment ces triples besoins. Le besoin d'avoir une assistance en termes de conseils techniques, d'avoir un soutien psychologique et troisièmement, un besoin méthodologique, trouver des solutions de sortie de crise. Alors sur ce, je vous remercie. Donc je vais prendre le temps de checker quelques questions au niveau de... Bon, si vous permettez, je termine en rappelant quelques points de vigilance. D'abord, quand on évoque la relation accompagnant, accompagnateur, accompagné ou accompagnateur-entrepreneur, parfois il y a le conflit d'intérêts possible entre les deux. C'est l'exemple, on a le banquier qui se présente comme étant l'accompagnateur, ben forcément, ses intérêts sont divergents parfois avec ceux de l'entrepreneur. Autre point de vigilance, c'est les accompagnateurs qui adoptent une posture de sauveteur. D'accord ? Sauveteur, souvent, on stigmatise l'entrepreneur qui est en difficulté. Donc, on essaie d'enfermer les interlocuteurs dans des rôles qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif de l'autonomie en matière de choix et de prise de décision. Vous avez aussi des réticences de la part de certains accompagnés quand ils ont des doutes sur la légitimité des intervenants. Ils se posent la question, surtout quand le besoin est technique, est-ce le bon expert, est-ce le bon conseiller? Et puis, vous avez parfois des demandes d'expertise qui sont refusées parce que les accompagnés, c'est-à-dire les entrepreneurs en difficulté, refusent de divulguer des informations de leur entreprise. Donc, vous voyez, la relation d'accompagnement, c'est une relation qui est très, très complexe. Donc, en évoquant ces problèmes vécus, vous avez une idée sur la complexité et l'ambiguïté de cette relation inter-individuelle qui peut se faire en mode accompagnateur-accompagné, quand ça peut, dans certains cas, être un accompagnement collectif. Alors sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié mon intervention. J'essaie d'être dans la pertinence sur le plan scientifique, mais aussi la clarté sur le plan pédagogique. J'espère que mes propos ont été limpides et clairs et je serai ravi de répondre éventuellement à vos questionnements plus tard. Merci à vous.